Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode. Sur Twitch, en direct, twitch.tv/Foilier. On est à 149 jours de mon procès intenté par Stéphane Edouard pour injure publique. Quand vous regarderez cette vidéo, on sera à 148 jours, puisque vous aurez cette vidéo le 20 juin. Je suis donc assigné le 15 novembre à 13h35 à la 17e tribunal de Paris. Dans cette vidéo, on va simplement parler un petit peu d'une vidéo très récente du Figaro qui est sortie le 15 juin. Ça tombe bien, le Figaro, ils se sont fait un tout petit peu tirer les oreilles par Linguisticae à propos de leurs propos sur l'évolution de la langue, la linguistique. Allez voir la vidéo de Linguisticae, elle est très bien. C'est pas la première fois qu'ils parlent de ça. Bon voilà, tout ça est très intéressant. Et donc, le plateau, composé, vous allez voir, de 4 personnalités bien connues, plutôt antiféministes. Le féminisme est-il obsolète ? C'est le nom de ce plateau. Elles vont tenter de répondre à 3 questions. Attention, on y va. Le féminisme est-il obsolète ? Poser la question, c'est déjà blasphémer à l'heure Déjà, il y a un problème. Moi, j'ai un problème avec le mot blasphème, quoi. Pour toute une série de raisons. où le néo-féminisme triomphe des... Hop là. Donc, on a le néo-féminisme d'entrée. Voilà. Le féminisme 2.0, c'est la même chose. On n'a pas encore le mot idéologie, mais ça va pas tarder. Des marches du Festival de Cannes aux communications gouvernementales. La marche du Festival de Cannes, j'imagine qu'elle parle du discours de Justine Triet et du discours de Jane Fonda. Voilà, d'après Eugénie Bastier, c'est la preuve de la féminismation, je sais pas comment on pourrait dire, du Festival de Cannes. Ouais, bon, le Festival de Cannes, ils ont quand même mis en ouverture le film de Maïwenn avec Johnny Depp. En interview, le responsable de la programmation a quand même expliqué qu'il en avait rien à faire de ce qu'il y avait autour de Johnny Depp. Il a prétendu qu'il s'était même pas tenu au courant du procès qu'il y avait eu. Bref, voilà, le Festival de Cannes féministe, on est déjà dans une forme de panique réactionnaire, quoi. Je veux dire d'emblée, quoi. Et bien pourtant, nous allons nous poser cette question ce soir avec mes invités. Nous nous demanderons si le patriarcat est encore une réalité en Occident. Alors, est-ce que le patriarcat est mort ? C'est la première question. Est-ce qu'on peut réconcilier le féminisme avec la science ? Deuxième question. Alors ça, un venant du Figaro, qui sont des négationnistes des sciences sociales, c'est quand même assez osé. Et répondre à la troisième question, quels sont les vrais défis qui se posent aux femmes au XXIe siècle ? Ah, les vrais défis, hein, pas ceux que les féministes présentent, hein, pas lutter contre le viol et les féminicides, hein. Non, les vrais défis. Bien, et ben on y va, Eugénie. Si oui ou non on peut réconcilier le féminisme et la science, et quels sont les véritables défis qui se posent aux femmes du XXIe siècle ? Bienvenue dans le club Le Figaroïdé. Ah, le petit générique. Le féminisme est-il obsolète ? Alors je vais vous présenter Vera Nikolski, vous êtes normalienne, docteur en sciences politiques et vous avez publié ce livre il y a un mois environ. Donc Vera Nikolski, j'en avais parlé une fois, justement on avait un peu évoqué Féminicène, dont j'ai lu que quelques petits extraits. C'est pas bien passionnant, je vais pas vous le cacher. Féminicène, livre au titre... Oups, qu'est-ce que j'ai fait ? Intriguant que vous allez nous expliquer, où vous, finalement, vous expliquez que les féministes actuelles ont oublié les véritables causes de l'émancipation féminine. C'est vraiment une thèse passionnante et on va en discuter ce soir. Bienvenue, Vera Nikolski. Bienvenue, Vera. Peggy Sastre, vous êtes journaliste et éditorialiste. Alors, Peggy Sastre, je pense que vous la connaissez déjà par cœur. Au Point, vous avez aussi écrit sur le féminisme, notamment un livre au titre provocateur, La domination masculine n'existe pas. Votre dernier livre s'appelle La haine orpheline. Laetitia Strauss-Bonnard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'Express, hein, décidément on est très éclectique ce soir, rédactrice en chef ID à l'Express. Et vous avez publié un ouvrage remarquable sur la France qui s'appelle De la France aux éditions Perrin, et aussi un livre sur cette question qui nous intéresse ce soir, le féminisme. Au titre parlant, les hommes sont-ils obsolètes et non pas le féminisme. Voilà, Laetitia Strauss-Bonnard, j'en avais encore jamais parlé. Chaque fois qu'il y a un article sur Le Point pour en mettre plein la tronche aux féministes, enfin en tout cas souvent, ça vient d'elle. Bon, et donc cet ouvrage je ne l'ai jamais lu. Les hommes sont-ils obsolètes ? Enquête sur la nouvelle inégalité des sexes. On est dans du men's right activiste total, hein. On est dans de la défense des droits des hommes, il faut absolument sauver les hommes, il faut absolument sauver les hommes blancs, et heureusement le Figaro va nous sauver, nous les hommes blancs hétérosexuels. Bonsoir à toutes les trois, merci beaucoup d'être là, je suis vraiment ravie de faire cette émission, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, et je suis ravie d'en débattre avec vous ce soir. Alors je voudrais d'abord s'interroger sur cette question, la notion de patriarcat.
qui est aujourd'hui brandie encore par les féministes actuelles comme étant une réalité que vivraient les femmes en Occident. Alors vous, Vera Nikolsky, vous avez appelé votre livre « Féminicène » et vous dites qu'au contraire, nous vivons une époque où l'égalité entre les hommes et les femmes a atteint un comble historique, tel qu'il n'a jamais été rencontré dans aucune autre société humaine. Alors je voudrais que vous nous expliquiez un peu ce que ça veut dire ce mot féminicène, et est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus en patriarcat ? Merci beaucoup Eugénie. Oui, en effet, la question du patriarcat, si ça cristallise autant de tensions, c'est aussi avant tout une question de vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire patriarcat ? En fait, ce mot, il a beaucoup d'acceptions différentes. On peut prendre une définition stricte qui est celle des anthropologues. Pour eux, le patriarcat, c'est vraiment un système très particulier, des structures familiales particulières marquées par un statut de la femme très dégradé, une vie en communauté de plusieurs générations, etc. Non, mais déjà, nous dire, en fait, la définition admise du patriarcat, c'est une vie en communauté avec plusieurs générations. Oh, non, mais attendez, quel degré de mauvaise foi on atteint pour dire que c'est ça qu'on entend par patriarcat. Par patriarcat, les deux définitions qui sont communément comprises, la première, c'est la société par le père, où le père a quasiment tous les droits, le droit sur les enfants, sur la femme, etc. On a des arguments qui nous permettent de dire que cette définition du patriarcat, elle est plutôt convenable. Dès qu'il y a l'arrivée d'un enfant dans un foyer, c'est quasiment systématiquement la femme qui va prendre le mi-temps, etc. Donc qui va s'occuper de la charge éducative, etc. La façon dont le patrimoine est réparti, on avait déjà cité évidemment de Céline Bessières et de Sybille Golac. Aidez-moi dans le chat. Sybille Golac et Bessières qui avaient écrit Le genre du capital. On a des trucs pour dire qu'effectivement le père il est toujours en position de domination. Et l'autre truc qu'on entend derrière patriarcat, c'est domination masculine. Mais on n'entend pas derrière patriarcat dégradation de la condition des femmes qui vivent avec plusieurs générations, qui vivent au sein de plusieurs générations. Je comprends pas. L'autorité d'un patriarche. Alors ce patriarcat-là, au sens vraiment très strict, n'a jamais vraiment existé en Occident. C'est plutôt des structures familiales qui caractérisent d'autres régions du monde. Donc... Bon. Il y a des reliquats de ça. Il y a évidemment des reliquats de ça. C'est de moins en moins commun. Mais tous les trucs qu'on avait l'habitude de voir, je sais pas si vous êtes à peu près de ma génération, moi je suis né en 86, de père en fils, on voyait jamais de père en fille. Il y a un truc derrière, en fait, qui est une sorte de reliquat du patriarcat, qui dit que, en fait, le rôle du fils, c'est de reprendre l'entreprise du père, et le rôle de la femme, c'est de trouver un mari, voilà, de bonne convenance, si possible, et si on remonte du coup un petit peu avant, qui, pour pouvoir faire accepter le mariage au père, concédait une dot, par exemple. Voilà. Les femmes travaillaient à cette époque-là autant que les hommes, bien évidemment, mais elles n'étaient pas rémunérées. C'est-à-dire que quand il y avait une famille à nourrir, qui avait un champ à aller cultiver, toute la famille travaillait dans le champ, y compris les enfants. Donc c'est pas comme ça que nous on interprète le mot travail aujourd'hui. Et donc là, il y a déjà ce glissement un petit peu dangereux. Bon, on est sur le Figaro, de dire non mais le patriarcat c'était pas en France, c'était dans d'autres régions du monde, Ouais, bon. Dans ce sens-là, on peut dire qu'il n'a jamais existé dans nos contrées. En revanche, ce qui a existé, c'est, vous l'avez dit, un certain degré de domination masculine qui a été un invariant anthropologique qui a caractérisé l'ensemble des sociétés jusqu'à la nôtre. En tout cas, jusqu'à il y a, on va dire 150 ans ou 70 ans, selon le moment où on choisit. Voilà, le patriarcat est tombé il y a 150 ans ou 70 ans. C'est quand même une bonne nouvelle, je vais pouvoir refaire une chaîne de jeux vidéo du coup. Je vois pas pourquoi je m'embête avec tout ça. Ça risquera de vexer moins de personnes et je me prendrai moins d'assignations au tribunal. De placer le curseur. Oui, si on regarde autour de nous d'un œil objectif, on est obligé de constater qu'aujourd'hui, en Occident, notamment en France, la liberté des femmes est à son comble. On serait en peine de trouver une autre époque historique où les femmes avaient autant de latitude, autant de liberté, autant de possibilités pour travailler, pour exister à l'égal des hommes dans la sphère économique, politique, celle des idées, etc. Bon, deux choses. Déjà, on n'a jamais dit qu'il n'y a pas eu d'amélioration. Ensuite, on ne dit pas que les femmes, elles n'ont pas les mêmes droits que les hommes, même s'il y a encore, on en a déjà reparlé je ne sais pas combien de fois, quelques petits trucs qui restent dans le code civil ou dans le code pénal. En revanche, on a quand même le droit de dire aujourd'hui que ça n'est pas normal, que je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai faite ce matin, qu'il y a une différence de 40% entre les retraites des femmes et des hommes.
On a quand même le droit de dire, quand elle dit bon, il n'y a plus d'inégalité économique, que 24% de différence d'inégalité salariale, ça n'est pas normal. Qu'au même poste, à même responsabilité, une différence de 4,6%, ça n'est pas normal. Je ne crois pas en fait ce qui lui permet d'affirmer, comme ça, qu'aujourd'hui c'est bon, il y a une égalité économique stricte entre les femmes et les hommes. Ces chiffres-là, c'est pas mes chiffres moi, c'est les chiffres de l'adresse, c'est les chiffres du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est les chiffres des associations qui travaillent là-dessus au quotidien. Donc j'aimerais bien savoir en fait ce qui lui permet de dire ça. Salut Love Pixel, bah écoute, sois là ou la bienvenue sur la chaîne, merci beaucoup de nous retrouver. Nous sommes là, 4 femmes en train de débattre sur un plateau, ce qui n'était certainement pas possible à d'autres époques. J'ai pas vu, mais il y a Lalit qui a pris un abonnement il y a 8 minutes, merci beaucoup, c'est adorable. Pour 6 mois en plus, oh là là, c'est absolument adorable, ça me touche. Merci Baswalo, la bienvenue sur la chaîne. On dit aussi bonjour à El Rangerito, à Kimox, j'ai pas mes lunettes, excusez-moi si je prononce mal, et à Henseali. Bienvenue à tous ou à toutes. Et pas uniquement parce que la télévision n'existait pas. Donc sous ce rapport, je pense que oui, il y a d'abord un fait objectif à noter. Après, ça ne veut pas dire que le patriarcat ou disons la domination masculine a complètement disparu. Et ça, Il y a des inégalités restantes, l'égalité n'est pas parfaite pour plein de raisons sur lesquelles on peut bien sûr revenir. Et donc, Vera Nikolski, si l'égalité n'est pas encore parfaite, sur plein d'exemples sur lesquels on pourra peut-être revenir, et qu'à chaque fois ces inégalités elles sont en faveur des hommes plutôt qu'en faveur des femmes, bah comment on appelle ça? Comment vous appelez ça du coup? Mais voilà, c'est question de vocabulaire. Quand on se cristallise trop sur les mots, patriarcat, pas patriarcat, on arrive rapidement à une impasse. Effectivement, les féministes ont repris ce mot aux anthropologues et ils lui ont donné un sens beaucoup plus général. Elles ont remplacé en fait domination masculine par patriarcat pour désigner toutes les situations où il y a de l'inégalité par le mot patriarcat. Beaucoup de chercheurs et de commentateurs trouvent ça dommage, y compris certaines féministes trouvent ça dommage parce que ça ravale la complexité, les nuances des différentes situations sur un seul concept. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. On pourrait tout à fait différencier, encore une fois aujourd'hui, si ça les amuse, pourquoi pas. Hein. Le mot patriarcat du mot domination masculine est réservé patriarcat pour le sens premier, à savoir droit du père. Et quand on parle du patriarcat, ne parler que des droits, des droits des pères et des mères. Pourquoi pas. Bon, si ça l'amuse. Mais là, on n'est pas sur un débat sémantique en fait. On est sur une question de fond. Si on arrive en disant le patriarcat n'existe pas, en disant il existe plusieurs définitions et en disant en fait il y a quand même une égalité quasiment parfaite d'un point de vue économique, alors que voilà tous les voyants sont au rouge à ce niveau-là. Non, je suis désolé, du coup le propos ne tient pas. Patriarcat. Salut, ou alors on peut, comme je le propose dans mon livre, parler de, je ne sais pas, patriarcat partiel, total, léger, lourd, mais effectivement il faut quand même 50 nuances de patriarcat. Voilà, établir des degrés. Et Peggy Sass, vous dites carrément que la domination masculine n'a jamais existé, vous allez encore plus loin? Bon, vous la connaissez, Peggy Sass, hein, donc je pense que vous vous attendiez à ces propos-là. Bon, voilà, bref. Alors, Aggravez votre cas. non, je dis pas ça. Ouh là là, directement là, on y va dans le vif du sujet. Déjà, la domination masculine n'existe pas, donc effectivement, c'est pas comment dire. Non, mais il faut le montrer, Peggy Sastre. La domination masculine n'existe pas. Et donc, comme ça n'existe pas, puis on part sur autre chose. Non, si la domination masculine n'existe pas, dans ce cas-là, il faut trouver une autre explication au phénomène systémique du viol. Il faut trouver une autre explication au fait que les meurtres dans le cadre conjugal sont quasiment toujours des meurtres d'hommes commis sur des femmes, que quand c'est l'inverse, quand c'est des femmes qui tuent des conjoints, on apprend qu'il y avait eu généralement de la violence avant, des violences sexuelles, des violences physiques, etc. Il faut trouver une explication si la domination masculine n'existe pas, pour laquelle on ne retrouve pas les femmes à des postes à haute responsabilité, ou en tout cas en minorité. Il faut trouver une explication sur l'inégalité salariale. Donc si la domination masculine n'existe pas, qu'est-ce que c'est ? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que c'est ? Merci beaucoup, Tic, c'est absolument adorable. C'est un très gentil message. Sois le ou la bienvenue sur la chaîne. J'avais pas voulu t'en faire un livre, un titre provocateur, qu'un titre qui en fait invite, comment dire, les lecteurs y vont en croyant quelque chose et sortent en se rendant compte que c'était pas ce qu'ils pensaient en voyant le titre. Du coup, pourquoi pas juste l'appeler « La domination masculine existe-t-elle » ? Je sais pas. Pour beaucoup de gens... Je sais pas si je peux accélérer la vidéo, on est chez le Figaro, là. J'ai essayé de cliquer sur un machin tout à l'heure, ça m'a ouvert des onglets là sur le côté avec d'autres types de vidéos, donc je suis pas tout à fait sûr que je puisse l'accélérer, celle-là. Ça n'a pas marché parce qu'en fait les gens se sont arrêtés au titre et n'ont pas lu le livre. Donc ça a été marqué au niveau marketing. Après peut-être qu'ils les ont achetés, mais
Bref, là-dessus, c'était un peu raté. Donc depuis, j'essaie d'arrêter les titres blagues, les titres ambigus. Non, si, La haine orpheline, j'ai fait un peu poétique, mais ensuite le sous-titre était très clair. Non, en fait, donc ce livre-là, en tout cas, la domination masculine n'existe pas. C'est sous-entendu comme on pense qu'elle existe. C'est pas justement Vera en parlera beaucoup mieux de moi, le paradigme marxiste où en fait on remplace, où les femmes sont les prolétaires et les hommes sont les dominants. Moi, mon paradigme, il est évolutionnaire, biologique, darwinien. Je pense que c'est une co-construction. Que les valeurs qu'on considère aujourd'hui machistes, de domination masculine, en fait, pendant beaucoup de temps, elles ont servi les intérêts reproductifs des femmes, les intérêts reproductifs des femmes. Et en fait, c'est ce que nous apprend le paradigme darwinien, c'est que si on trouve des traits très souvent, très courants chez un sexe, c'est qu'en fait, il a été valorisé par l'autre sexe, vu qu'on est une espèce sexuée. Valorisé ou sélectionné. Le principe de pression sélective... qui garde un trait de caractère existe aussi. Enfin, je veux dire, pas forcément valorisé, aussi sélectionné. C'est-à-dire que, oui, effectivement, peut-être que... alors, partons complètement en vrille, d'accord, hein, je vais vous dire un truc qui est peut-être complètement faux, hein, d'accord, mais ça fait partie des hypothèses qu'on peut lire parfois sur Internet. Si, effectivement, on s'aperçoit que la nourriture n'était pas répartie de façon égale entre les femmes et les hommes, ça pourrait effectivement expliquer que les hommes aient choisi des femmes, je sais pas, plus petites, plus légères qu'eux parce qu'ils savaient, ou alors ils avaient l'instinct, je sais pas, qu'elles consommaient moins de nourriture par exemple. Et dans ce cas-là, c'est une sélection, quoi. Ça crée une pression du coup sélective sur les femmes qui sont de grande nature, de grande constitution, qui elles du coup ont plus de mal à propager leurs gènes. Ils seraient très contents d'entendre ça, Frédéric Delavier. Donc on peut l'envisager aussi comme ça. Mais en quoi du coup ça n'en ferait pas quelque chose premièrement de particulièrement néfaste, et en quoi du coup aujourd'hui ça justifierait des trucs comme l'inégalité salariale, comme les agressions sexuelles, comme le meurtre dans le cadre conjugal, comme le fait que les femmes soient pas présentes dans les postes à responsabilité. En quoi ça expliquerait ça? Donc à reproduction sexuée et les générations, les gènes se perdurent parce qu'il y a une rencontre, il y a une rencontre des sexes. Donc c'est ça, c'est le miroir. La force chez les hommes et chez les femmes, par exemple, Voilà, en gros, par exemple, on peut prendre un exemple concret. Voilà, la force. La dominance, pas tant la domination, mais le caractère dominant d'un homme, le fait de pouvoir avoir l'ascendant sur ses congénères, en particulier ses concurrents, ça c'est avantageux pour les femmes. Dans un contexte, ça aussi, le truc qui est très passionnant avec le darwinisme, c'est que c'est très contextuel. Comment dire, les organismes répondent à l'environnement, et ensuite, il y a une... Bon, d'accord, ok. On a l'argument biologique classique, hyper classique. Alors... il n'y a pas de problème, hein. Moi je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Pour le coup, est-ce qu'on l'a, c'est la biologie, voilà. Pour le coup, il n'y a pas de problème. Oui, il est hors de question de prétendre aujourd'hui qu'il n'y aurait pas des différences de constitution physique entre un corps dit masculin et un corps dit féminin. Évidemment, c'est pas du tout ça ce que nous on dit. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de raison du coup d'interpréter ça et d'en faire des caractéristiques sociales et de dire comme, je sais pas, les hommes ont une masse musculaire en moyenne plus développée que ceux des femmes, alors ils sont plus courageux. Parce que le mot force, en fait, il veut dire quelque chose de très précis. Vous devez soulever un poids de 140 kg. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être une plus grande probabilité pour que ce poids puisse être soulevé par une petite partie d'hommes. Moi, 140 kg, je soulève pas, hein, que par une petite partie de femmes. Ça, c'est de la force. Mais du coup, en déduire des caractéristiques émotionnelles, personnelles, en déduire du coup, de la volonté, en déduire du courage, etc. Ça, c'est du sexisme. Et c'est ça qu'on dit, en fait, Peggy Sastre. Et en fait, j'ai l'impression de l'avoir en boucle depuis 15 ans maintenant, elle, sur ces mêmes arguments. Oui, d'accord, mais l'homme, il est quand même, par nature, plus costaud que la femme. Mais ok, mais je dis pas ça. Je suis pas du tout en train de dire ça. Mais simplement dire que, en majorité, les hommes ont une masse musculaire plus développée, en quoi ça voudrait dire que les femmes n'auraient pas la possibilité de faire des métiers de force aussi. C'est ça, en fait, que j'arrive pas, en fait, à comprendre sur quoi son discours, en fait, n'a vraiment pas bougé, mais quasiment d'un iota, là, depuis 15 ans. Ah, je peux pas mettre en plein écran? Et ben voilà, tout bug. Tout bug, plus rien qui marche. La faute de pas du ring, ça encore. Ah bah c'est dommage, ça commençait bien. Ah oui, puis alors là, maxi bug, hein. C'est-à-dire que là je peux même plus cliquer sur mon lien. Eh bah écoutez, vous allez avoir le coq fou allié avec son timblant de filet de flétan et sa chambre avec une lumière dégueulasse en gros plan, le temps que je trouve une solution.
J'ai l'impression que le fait d'avoir quitté la vidéo pour remplir une grille du bingo n'a pas plu à mon navigateur. Ah bah ça marche plus du tout, hein. Alors, attendez. Oui, je me suis aperçu qu'effectivement ça ne marchait pas. Merci pour le message d'erreur. Voilà, on relance. Comment dire, les organismes répondent à l'environnement et ensuite, enfin bref, il y a des boucles rétroactives, soit positives ou négatives. Et tout ça pour dire quoi? Oui, exemple concret, la force. La force, c'est avantageux pour les femmes, parce que comme les femmes portent les enfants, ont une demande énergétique pour la reproduction beaucoup supérieure à celle des hommes. Le fait que si une femme enceinte meurt, le bébé ne survit pas. Donc Non, mais il y a beaucoup de choses là. Donc effectivement, en particulier pendant la grossesse et pendant la période de l'allaitement, oui, la dépense énergétique effectivement des femmes, elle est évidemment supérieure aux hommes, parce que c'est elle qui va porter l'enfant pendant la grossesse, parce que l'allaitement, pour celles dans le chat qui ont allaité, elles pourront en témoigner, c'est quelque chose qui est coûteux en énergie. Bon, là-dessus, il y a évidemment aucun problème, quoi. Par contre, après, je comprends pas où elle va. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, l'enfant dans nos sociétés aujourd'hui a 4 ans, donc où il est sevré par rapport à l'allaitement, en fait, en quoi ça devrait être coûteux pour la mère? Qu'est-ce qui le justifie? Parce que finalement, à partir du moment où l'enfant a 4 ans, il va falloir changer ses couches. 4 ans, a priori, il en a plus, mais ça peut arriver. Il va falloir simplement le faire jouer, l'emmener à l'école, lui faire ses devoirs, lui préparer à manger, lui faire des câlins quand il pleure, jouer avec lui en journée quand il en a envie. En quoi ça? Je me pose sincèrement la question, en quoi ça, c'est un truc qui devrait demander encore de l'énergie aux mères plutôt qu'aux pères? Et il est là mon argument le patriarcat existe encore. Considérer dans la société que c'est normal, que l'instinct maternel est quelque chose qui existe. Vous avez vu, j'avais partagé sur Twitter une vidéo qui se posait vraiment la question de se dire, un article, est-ce que l'instinct existe? Et qui avait abouti au fait que le mot instinct, en fait, il voulait pas dire grand-chose, qui correspondait à assez peu de réalité. Salut Unicorn, on essaye de proposer un contre-discours à ce plateau du Figaro. Voilà. Les gènes ne perdurent pas. Un homme peut passer ses gènes à la génération suivante s'il meurt au moment d'éjaculer. Tant qu'il éjacule sur un ovule fécond, voilà. Et donc ça, c'est vraiment la base pour comprendre la différence des sexes. Et vu que les femmes reproductivement ont quelque part ce handicap, handicap, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, voilà, pour se reproduire et pour faire perdurer leurs gènes, les femmes ont un requisite minimal d'investissement beaucoup plus supérieur à ceux des hommes. Donc, en fait, elles ont intérêt à profiter de la force d'hommes. Et inversement, par exemple, un trait qu'on considère que c'est... Bon, moi, je suis pas tout à fait convaincu par l'argument, mais peut-être qu'elle a travaillé là-dessus. Faudrait lire. Oui, elle a l'air d'avoir du mal à parler. Après, elle a l'air un peu timide. Vous vous retrouvez sur un plateau du Figaro, filmé. Bon, vous voyez, c'est pas non plus évident. Ne leur prenons pas là-dessus et restons focalisés absolument sur son discours. Pas sûr que moi, sur un plateau comme ça d'un journal, alors moi, ça m'arrivera pas de passer sur un plateau du Figaro, mais si j'étais amené à passer sur un plateau de gauchistes, et ça pourrait arriver, pas sûr que je serais aussi à l'aise que dans ma chambre tranquillement, quoi, hein. Je suis d'accord, il y a plein de trucs, la force d'homme, machin, c'était corrélé, en tout cas, elle a l'air de parler de l'homme et de la femme dans une sorte d'état sauvage, quoi, d'état complètement naturel. Aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre, en fait, en quoi ce dont elle est en train de nous parler s'applique. Oui, d'accord, quand la femme est enceinte, le temps qu'elle allaite, la dépense d'énergie, elle est immensément plus grande. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais ça rend du coup d'autant plus injuste le fait que ce soit que ce soit les mères qui prennent un mi-temps, etc. Et qui du coup s'appauvrissent à partir du moment où un enfant arrive dans le couple. Là, en tout cas, c'est vrai que ce serait patriarcal. Par exemple, la virginité, le fait de la jeunesse, qu'on attribue aux femmes. Plutôt. Voilà, qui est présent chez les femmes et qu'on voit que c'est un trait qui est favorisé pour les. Ah oui, d'accord, je comprends ce qu'elle dit. D'accord, ok, je comprends ce qu'elle dit. Alors, c'est une hypothèse, mais elle a raison de la présenter, cette hypothèse. Que la virginité et la jeunesse, du coup, ça représenterait, du coup, dans son argument, elle a le droit de proposer son hypothèse, du coup, le fait qu'elle soit plutôt jeune, plutôt en bonne santé, donc
donc capable de porter des gènes. Bon, ok, pourquoi pas? Je veux dire, c'est une hypothèse. Mon hypothèse, moi, c'est pas ça. Mon hypothèse, c'est que le mythe de la virginité, le mythe de la jeunesse, pour moi, c'est une vision sexiste de la femme, quoi. Simplement que les hommes ont des fantasmes, je pense, très mal placés pour toute une série de raisons sur les femmes les plus jeunes. Et j'aurais plein de choses à vous dire par rapport à ça, parce que je travaille sur le mythe de la jeunesse et de la virginité en ce moment. Mais pas une vidéo comme d'habitude, une vidéo tournée et montée avec pas mal de ressources bibliographiques. Moi, j'y vois pas vraiment ça. J'y vois aussi la possibilité beaucoup plus facilement d'être dans une relation de domination. Et c'est pas que moi qui pense ça, hein. J'aurais des arguments à faire valoir. Donc ça veut dire une emprise plus facile, donc ça veut dire potentiellement pouvoir isoler la personne et la voir dans son contrôle, dans son entourage, du coup l'empêcher d'avoir des contacts avec le monde extérieur, avec d'autres hommes. Bon, grosso... tout le Discord est là, dit Blood Angel. Salut si c'est le cas. Donc voilà, donc si vous voulez, son hypothèse, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faudrait qu'elle soit étayée, je pense qu'elle est étayée, c'est quand même une chercheuse. Je vois pas, voilà, le fait qu'elle propose une hypothèse ne veut pas dire qu'il n'y a pas de patriarcat et que ce serait pas du pur sexisme, que les hommes sélectionnent des femmes sur le fait qu'elles soient très jeunes ou, mettent en avant la virginité. Les hommes, là, ça avantage les intérêts reproductifs des hommes parce que, vu que le gros problème des hommes, c'est que vu qu'ils ne portent pas les enfants, ils ne sont jamais certains d'être le... Je suis pas sûr que ce soit un problème. À mon avis, on est plutôt content de pas le faire. Salut Mousse, merci pour l'abonnement. Je dis ça, j'aurais adoré ressentir ce que c'est que porter la vie, mais c'est quand même un petit peu décorréler la grossesse et puis décorréler la grossesse de toute forme de réalité matérielle de ce que c'est que la grossesse, quoi. Hein. En particulier le premier trimestre avec les nausées, les vomissements, etc. Quand les femmes ont pas de chance, ça va se prolonger sur les 9 mois, les lombalgies, les sciatalgies, etc. dans le troisième trimestre. Enfin, tout ce qui va être interdit, les consommations de tabac, les consommations d'alcool, etc. Enfin, je veux dire, bon, d'accord, non pas la chance de, ok, mais il faudrait pas non plus décorréler la grossesse de la réalité matérielle, qui peut être pour certaines femmes une expérience extraordinaire, qui peut être pour d'autres une expérience éprouvante. Et ensuite de ça, le fameux truc de, du coup, le problème des hommes. Oui, c'est tout à fait possible, effectivement. Enfin, c'est même complètement vrai que la grossesse a moins de risques chez les jeunes femmes. Donc ça irait dans l'argumentaire de Peggy Sars, tu vois, El Rengito. C'est-à-dire qu'en fait, ça renforcerait son argumentaire puisqu'elle dit c'est plutôt biologique le fait que les hommes sélectionnent les femmes jeunes. C'est pas du patriarcat. Enfin, je suppose que ce qu'elle dit, parce qu'elle a très vite dévié. Et comme le sujet c'est ce que le patriarcat existe, j'imagine que c'est ça qu'elle veut dire. Et j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Salut Yakov. Père. Oui, voilà, le truc de oh là là, les pères, ils peuvent pas savoir si c'est vraiment des pères. Ça c'est les trucs des men's rights activistes, quoi. C'est vraiment le truc de mais oui, mais on se comporte aussi comme ça avec les femmes, on est un peu protecteur parce que voilà, vous comprenez, nous on peut jamais vraiment être sûr qu'on est les pères, machin. Bon, d'accord, merci. De l'enfant, et donc ils sont jamais certains que leur investissement génétique n'est pas à perte. S'ils se focalisent sur des jeunes, sur des femmes jeunes, inexpérimentées, etc., ils ont plus. Ils ont plus la garantie, ils ont plus la... Ouais. Donc ça, le patriarcat a des causes biologiques, en résumé. Voilà, c'est ça. Non, c'est imprudent. Il y a des hypothèses des hypothèses biologiques au patriarcat. Ok, il n'y a pas de problème. De même qu'il y a des hypothèses sociales au patriarcat. On ne peut pas dire il y a des causes biologiques au patriarcat. Il y a des hypothèses qui existent. Enfin bon, qu'est-ce qu'elles valent ces hypothèses en fait? Est-ce que les inégalités salariales sont les mêmes entre les femmes et les hommes dans les pays où il y a des lois pour lutter contre l'inégalité salariale? Non. Donc pourquoi il y a des inégalités salariales aujourd'hui? C'est pas une hypothèse biologique. C'est pas l'hypothèse biologique du patriarcat qui suffit à l'expliquer. C'est assez imprudent, je trouve, comme affirmation. Oui, je crois que Vera en parle à la fin de son livre. Moi, Salut le Rexto. Vraiment ma perspective, c'est pas avec la biologie, c'est pas la biologie n'explique pas tout, effectivement, mais sans biologie, on n'explique rien. Et je crois qu'il y a une citation de Baruch Cohen qui dit à peu près la même chose. Qui dit, voilà. Mathias Roche-Bonnard, vous êtes d'accord avec ce constat? Est-ce que on est avec ce que dit Vera, ce que dit Peggy, c'est-à-dire que le patriarcat avait des causes biologiques qui aujourd'hui ayant quasiment disparu, eh bien nous vivons dans un monde finalement égalitaire où le patriarcat n'a plus de raison d'être? Oui, alors je suis assez d'accord, même très d'accord avec vous deux, donc je ne vais pas forcément... Ah, ça alors, mais je sais pas, c'est ça un débat du coup? Moi aussi je peux en faire des débats dans ce cas-là. Je sais pas, invitez-moi pas du ring, on va débattre. Hein. Il n'y a pas de problème, on va juste papoter, on va manger des croque-monsieur. C'est pas un débat, c'est dommage. C'est dommage de ne pas aller chercher sur ce plateau une féministe. C'est vraiment dommage.
féministes assez solides, avec des connaissances historiques, avec une compréhension sociale, etc. Enfin, je dirais, il y en a. Hein. Il y a même des féministes du MLF qui sont encore de ce monde et qui ont encore toute leur tête, quoi. C'est dommage. Forcément répéter ce que vous avez dit, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut concilier ces deux visions. On peut à la fois comprendre qu'il y a une base biologique aux relations entre les sexes, et notamment aux relations de domination ou de... Ok. Moi, je suis plutôt de son avis, là, hein, d'accord, l'avis de Leslie Astre-Bonnard. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous prenez un petit peu, je m'étais intéressé à ça il y a quelques mois, les statistiques des crimes au sein d'un couple. Et on s'aperçoit de quoi ? Que dans tous les pays sur lesquels j'ai regardé, qu'ils sont systématiquement, tout le temps, en défaveur des femmes. C'est-à-dire que c'est quasiment tout le temps, enfin, dans ce que j'ai regardé, c'est tout le temps les hommes qui tuent plus les femmes que l'inverse, tout le temps. Donc voilà, ça, ok, il y a un truc effectivement qui semble dire que il y a de la violence qui a l'air un peu innée. Sauf que les chiffres des féminicides sont pas du tout les mêmes d'un pays à l'autre, mais vraiment pas du tout les mêmes, hein, d'accord, hein. En France, je crois qu'il y a 13 femmes qui assassinent un conjoint par an, entre 120 et 150 dans l'autre sens, donc c'est du rapport de 10 pour 1, c'est-à-dire qu'il y a 10 femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint, un homme qui meurt sous les coups de leur conjointe. Mais il y a des pays dans lesquels ce ratio, il est à 25. Il y a des pays dans lesquels ce ratio, il est à 4, figurez-vous, hein. J'essaierai de vous en parler un jour si jamais ça vous intéresse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, les différences qu'on trouve dans ces ratios-là ne peuvent pas être expliquées par la biologie. Si on était fait pareil biologiquement, on retrouverait à peu près les mêmes ratios partout. Donc il semblerait qu'on puisse trouver des explications peut-être sur, j'en sais rien, j'ai peut-être dit dans l'autre sens, je pense que vous avez compris. Je pense qu'on peut trouver des explications biologiques qui peuvent, je sais pas, expliquer que l'homme serait plus impulsif, j'en sais rien, j'en ai aucune idée, je vous balance ça comme ça, si ça se trouve c'est complètement faux. Mais le fait qu'il y ait de telles inégalités dans les répartitions du coup de ces crimes-là montre qu'il y a aussi un impact sociétal, quoi. Et donc là-dessus, moi je suis plutôt de son avis à elle, de dire on va pas négliger les arguments biologiques, ce serait un petit peu navrant de le faire, mais on va pas négliger le patriarcat, la domination masculine. Parce que c'est ça, du coup, ce qui expliquerait dans la société ces grandes différences en fonction des pays, c'est leur niveau, la puissance du patriarcat, de la domination masculine, etc. En tout cas, c'est une hypothèse qui me semble tout à fait raisonnable. De différences ou d'inégalités, on peut d'ailleurs les appeler de plein de mots différents parce que c'est pas forcément la même chose. Et en même temps, on peut constater que beaucoup de choses ont évolué. Ça ne veut pas dire que nous ne restons pas, grosso modo, les mêmes êtres humains avec des gènes assez similaires finalement à ceux des chasseurs-cueilleurs. Il y a des choses qui sont restées dans nos comportements d'aujourd'hui et qui viennent de très loin. Et je pense que Peggy pourra en parler mieux que moi. Cependant, il y a des conditions qui changent, et notamment des conditions technologiques. Et ça, c'est le sujet de votre livre, Vera Nikolsky. Et d'ailleurs, c'est très bien résumé. Si le problème auquel les femmes ont fait face depuis très longtemps, c'est une forme de dépendance très forte, en fait, aux conditions naturelles, eh bien, à partir du moment où on trouve le moyen d'alléger, en fait, ces conditions pour les femmes, il est évident que leur statut va changer. Et donc, elles auront... Non mais d'accord, mais on n'était pas non plus à l'état sauvage au XVIe siècle. On n'était pas à l'état sauvage au XVIe siècle. Le fait que les femmes ne bénéficiaient pas de droits au XVIe siècle, ça ne peut pas être expliqué par la biologie, enfin. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on n'était plus à l'état sauvage. Le fait que les femmes n'aient pas pu ouvrir de compte en banque sans la signature de leur conjoint jusqu'aux années 60 ne s'explique pas par le fait qu'avant on était dans un état sauvage. C'est pas vrai. On composait déjà une société. Alors il y a plein de choses qui n'avaient pas encore proféré. Les Lumières n'avaient pas encore existé, etc. Il n'y avait pas encore eu de réflexion systémique un petit peu mondiale sur ce que ça signifiait être un homme, ce que ça signifiait être une femme. Certes, ça je leur concède, il y a aucun problème. Mais n'empêche, on n'était pas à l'état sauvage. Il y avait probablement aussi du sexisme qui expliquait ça. C'est marrant, enfin, on a l'impression que là, on dit, oui, d'accord, mais quand on était à l'état sauvage, et aujourd'hui, il s'est passé des choses, entre-temps. Il s'est passé beaucoup de choses, et dans toutes les sociétés occidentales qu'on a traversées, dans tout ce que nous avons été en tant qu'individus dans ce qu'on appelle aujourd'hui la France, donc dans ce territoire qu'on pourrait appeler la France, les femmes ont toujours été en situation d'infériorité par rapport aux hommes. Et par des lois, on arrive à combler petit à petit ces choses-là. Mais ça, du coup, ça va complètement à l'encontre de l'argument biologique. Ça va complètement à l'encontre de l'argument social. Quand les sociétés prennent conscience de ces choses-là et mettent en place, je sais pas, des quotas, des obligations pour que les salaires soient un petit peu rééquilibrés, on rééquilibre les déséquilibres. Les moyens, finalement, de prendre leur place. De prendre leur place concrètement. Bonne question, mon petite Marche, je ne saurais pas te dire.
de faire des choses que font les hommes et de moins dépendre également du rythme de l'enfantement et de tous les dangers qui vont avec. Ouais, mais là aussi, je suis pas tout à fait d'accord. Donc aujourd'hui, avec les technologies, etc., les femmes, elles sont pas forcément contraintes à subir la maternité, à s'éloigner du travail. Ouais, bon, d'accord. Alors, bon, enfin, Laetitia, enfin, demain, vous avez un enfant en bas âge et elle souhaite continuer à travailler. Si elle le souhaite, aucun problème, moi, avec ça. Elle va confier ses enfants. Et elle va confier ses enfants à qui ? À des femmes. Je veux dire, c'est les femmes qui sont assistantes maternelles. Donc, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cet argument. Enfin, il y a de toute façon des femmes qui s'occupent des enfants en France, même quand la mère souhaite, je sais pas, privilégier sa carrière. J'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun jugement de valeur à émettre par rapport à ça. Là où j'ajouterais peut-être quelque chose, c'est que je ne pense pas que tout soit dû forcément aux conditions matérielles et aux changements technologiques, parce qu'il y a aussi des changements qui se font dans l'ordre des idées. Et on aura sûrement l'occasion d'en parler. Et pour finir sur le patriarcat, moi, quelque chose qui me gêne beaucoup aujourd'hui, c'est que c'est un terme qui mélange tout. On parle de patriarcat en France et on parle aussi de patriarcat en Afghanistan ou en Iran. Personnellement, je préfère vivre en France et je trouve que c'est même assez... Alors déjà... J'ai une question à vous poser, Laetitia Srobona. Les personnes qui disent qu'actuellement l'Iran est un patriarcat, sont-ils présents avec nous dans cette pièce ? Enfin, tout le monde parle de dictature, tout le monde parle de pure dictature. C'est un enfer, l'Iran, c'est un enfer pour les femmes. C'est l'un des pires endroits avec l'Afghanistan au monde pour être une femme actuellement. Mais on ne dit pas que c'est le système patriarcal qui provoque ça. Il y a énormément de choses qui se passent en Iran, qui ont à voir aussi avec le régime, qui ont à voir avec la pression des mollahs, etc. De la même façon que quand en France on était régi par l'Église, la place de la femme en France, elle était absolument pas enviable. Il y a un problème de toute façon avec les religions monothéistes, avec ce qu'elles produisent du coup sur les femmes. Là, on a encore entendu là récemment qu'en Irlande, il y avait un médecin catholique qui avait tenté d'assassiner une femme parce qu'elle avait voulu avorter. Un médecin qui apprend qu'une femme a voulu avorter, qui a tenté de l'assassiner. Bon, voilà, il y a un problème dans la perception des femmes, de nos religions monothéistes. Voilà, c'est un fait. Vous rajoutez à ça une dictature dans un pays. Bon, bah ouais, c'est un endroit qui est terrible. Mais personne n'a jamais dit le contraire. Personne n'a jamais dit que le patriarcat en Iran était la même chose que le patriarcat en France. C'est un homme de paille. C'est dégueulasse de dire ça. Parce que aucune féministe ne dit ça en France, aucune féministe ne dit la condition des femmes en France est comparable avec celle des femmes en Iran. Personne ne dit ça. Mais une fois qu'on a fait ce constat, une fois qu'on a adressé ce constat qui est dramatique, à savoir, effectivement, en France, les femmes, elles ont quand même plus de droits, elles sont quand même mieux protégées que dans certaines dictatures, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Est-ce qu'on se dit, bon, bah, maintenant, regardons ce qui reste, regardons les choses qui créent encore de l'inégalité, etc., et travaillons là-dessus ? Ou est-ce qu'on se dit, ah bon, ça va, il y a pire ailleurs, donc laissons faire ? Et là, on est dans une réaction typique de droite, d'accord ? Dans une réaction, voilà, d'ordre établi. Voilà, il faut surtout pas toucher à l'ordre. C'est un truc de droite de base. Et donc voilà, ok, il y a encore des petites inégalités, mais c'est pire ailleurs. Donc voilà, ne touchons pas à cet ordre. L'ordre, il est bien chez nous. C'est le fameux, effectivement, c'est pire ailleurs, exactement. Donc je suis pas du tout d'accord avec ça. Assez violent, en fait, par rapport aux femmes qui vivent des situations vraiment difficiles, des situations d'infériorité et de violence aussi, dans certains pays. Situation d'infériorité et de violence dans certains pays comme la France, vous voulez dire, j'imagine ? Non, évidemment, elle ne veut pas dire la France, elle veut dire tout ce qui est au sud de la Méditerranée. Je déteste ce discours. Et j'ai du mal à voir l'intérêt, en fait, d'utiliser une notion aussi exagérée. C'est Talleyrand qui disait, je crois, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et donc, ça n'aide pas forcément la cause si le but, c'est... Tout ce qui est excessif et insignifiant. J'ai mis 50 contre-exemples qui me viennent en tête pour contredire les propos de Talleyrand. Loin de moi l'idée de débunker Talleyrand, attention, excusez-moi, mais bon. De compte excessif est insignifiant. Donc, ok, ça marche. C'est quoi l'intérêt d'utiliser le mot patriarcat, du coup ? De la même façon, regardez, j'en ai parlé sur Twitter, je vais surtout toucher à rien. Quel est l'intérêt d'utiliser le mot féminicide ? Parce que j'avais posté un truc sur Twitter tout à l'heure d'une personne qui disait c'est débile, le mot féminicide, les féministes elles inventent des mots alors qu'on dit pas hominicide. Non, on dit bien homicide. L'intérêt c'est quoi ? L'intérêt c'est que quand il y a un fait social qui se présente, le nommer est très important parce que le nommer permet de l'étudier. Pourquoi le mot féminicide est important par rapport au mot homicide ? Parce qu'un féminicide, ça n'est pas un homicide d'une femme. Ça n'est pas vrai. C'est pas ça. Les féminicides, c'est spécifique.
féminicides sont appelés parfois des crimes de dépossession. On lit ça dans la presse, on lit ça dans le syndicat de la magistrature, dans leurs publications. Et donc, en fait, si on veut lutter contre les féminicides, il faut comprendre les spécificités du féminicide, à savoir comprendre l'emprise, comprendre la domination masculine, comprendre la violence, etc., pour pouvoir comprendre du coup ces actes-là et pour pouvoir lutter justement contre. Et donc c'est pour ça que le mot féminicide est important, qu'on va pas dire homicide d'une femme. Aujourd'hui, on le dit quasiment plus, c'est très important. Et de la même façon, pourquoi on n'utiliserait pas le mot patriarcat ? Ce n'est pas parce que différentes formes de patriarcat peuvent coexister dans le monde que le mot patriarcat n'a pas de sens. Il a un sens politique, patriarcat. Parce que dans patriarcat, il y a toujours patriarche, il y a toujours le sens du père. Donc le mot veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est un mot qui a un intérêt, c'est un mot qui a un sens, c'est un mot qui permet du coup de lutter politiquement, socialement. Voilà l'intérêt d'utiliser le patriarcat. Donc évidemment, personne ne va dire que le patriarcat subi par les femmes en France est strictement le même que celui subi, je sais pas, j'en sais rien, au Pérou, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique. Évidemment. C'est pas des points de comparaison. Mais de la même façon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut pas utiliser un mot parce que le mot n'a pas forcément le même sens ou la même gravité. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait pas parler de guerre quand il n'y a pas eu beaucoup de morts alors qu'il y a des guerres qui ont fait plus de morts. Le patriarcat, si on voulait être très radical dans nos propos, quand on réalise qu'il existe un patriarcat et que le patriarcat n'est pas combattu, c'est une déclaration de guerre des hommes aux femmes. Si on était un petit peu radical, d'accord ? Et ça existe partout, à des échelles différentes. Donc là, évidemment, avec l'exemple qu'on a en Iran, c'est un des exemples les plus paroxystiques. Mais en Israël, vous avez lu l'ouvrage de Delphine Horviller, vous savez, qui parlait de ces ultra-orthodoxes juifs qui commençaient à voiler aussi les femmes de la tête aux pieds, qui les interdisaient de sortir, et qui en étaient arrivés à un tel degré d'absurdité qu'ils ont créé des lunettes pour les hommes qui pratiquaient cette ultra-orthodoxie juive, des lunettes qui floutaient leur vision. Comme ça, quand ils sortaient, ils ne voyaient pas les femmes qui avaient les avant-bras qui étaient dénudés, on en arrive là. Et donc en fait, pourquoi on ne pourrait pas du coup parler de patriarcat ? Pourquoi on ne pourrait pas parler de violence masculine ? À des degrés différents, évidemment. En France, les femmes, heureusement, sont libres de porter le voile, de ne pas le porter, même s'il y a des pressions pour ne pas le porter de la part des politiques, elles peuvent recevoir une pression à le porter à côté, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un truc systémique, elles vont pas en prison parce qu'elles le portent ou qu'elles ne le portent pas. Et alors, c'est pas parce que du coup, en France, il n'existe pas ce truc-là qu'on peut pas, émettre une critique sur les lois qui se portent contre les femmes qui portent le voile. Parce que on a le droit de faire cette critique-là, et qu'on vienne pas nous dire oui, d'accord, mais vous luttez pour que des femmes aient le droit de ne porter ou de ne pas le porter d'ailleurs, alors qu'en Iran elles luttent pour pouvoir ne pas le porter. Mais quel rapport ? On parle simplement de se battre pour l'égalité des individus, pour leur liberté. Et à partir du moment où des hommes décident de voter une loi contre des femmes, c'est du patriarcat, que ce soit en France, en Israël, en Iran, en Grande-Bretagne, en Islande, en Argentine, au Canada, aux États-Unis, partout. Partout. La loi, l'abrogation de l'arrêté Joe versus Wade est une décision ultra-patriarcale des États-Unis. Et on a le droit de le dire. On a le droit de dire que là, les Américaines vivent sous un système patriarcal très violent qui leur interdit de disposer de leur corps comme elles le souhaitent. Ok, c'est pas comme en Iran. Ok, elles ont des droits. Mais mince, on leur a retiré la liberté fondamentale de pouvoir décider dans quasiment la moitié des États de si elles pouvaient avorter ou non. Donc, ok, c'est pas les mêmes patriarcats, mais c'est du patriarcat quand même, Laetitia Srobonard. Aussi exagéré. C'est Talleyrand qui disait, je crois, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et donc ça n'aide pas forcément la cause si le but c'est de continuer à améliorer pour les femmes ce qui doit être amélioré, que d'utiliser un concept aussi. Alors moi, je critique pas du tout le choix des femmes d'aller vers la prostitution. Moi, je critique le choix des hommes de consommer de la prostitution. C'est pas du tout la même chose. Moi, je critique les clients, entre guillemets, de la prostitution qui viennent expliquer qu'en fait, ils ont un droit au sexe. Je pense que le droit au sexe, c'est une notion très problématique. C'est ça ce que je critique. Après, voilà, la loi en France, je trouve qu'elle est bonne. Tu vois, les personnes qui sont contre la prostitution aimeraient une loi, comment ils appellent ça ? Qui puisse sanctionner les prostituées en situation de prostitution. Enfin, on croit rêver, quoi. Je crois rêver. La loi abolitionniste, du coup, les autorise à pratiquer la prostitution. Les clients peuvent être condamnés. L'intérêt de cette loi, c'est que si un jour elles subissent une violence et qu'elles décident d'en parler à la police, elles peuvent aller à la police parce qu'elles ne sont pas criminalisées pour ce qu'elles ont fait. Et surtout, leur client, leur agresseur, est automatiquement coupable. Parce que la loi dit, de toute façon, vous n'aviez pas à faire ça. Du coup, voilà, c'est une loi qui a été votée pour les protéger. Moi, c'est plutôt pour ça que je suis, du coup, pour qu'elle soit on va dire en sécurité physique. Alors après, la loi, elle est pas parfaite, c'est une évidence, pour toute une série de raisons. Mais voilà, c'est la loi qui a été décidée en France en se disant, comme ça va pouvoir les protéger. Du coup, voilà, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Ça demande un petit peu de nuance, ça demande de pas caricaturer les positions des uns et des autres, évidemment. Mais voilà où j'en suis sur ce sujet-là.
aussi fort. Il me semble plus efficace d'essayer d'être objectif, rationnel, de voir dans quel domaine on peut mieux faire et d'avancer ensemble. Justement, je vais vous montrer une carte qui est le Gender Inequity Index et qui montre justement les pays du monde où il y a le plus d'égalité hommes-femmes et le moins d'égalité hommes-femmes. Donc on voit très clairement qu'il y a une... Voilà. Donc moi, cette carte-là, j'ai déjà vu passer et elle m'amuse. Elle m'amuse beaucoup. Parce qu'elle est malhonnête. Parce que on crée un index pour chercher l'inégalité entre les genres, entre les sexes. Okay. On crée un index, très bien. Et puis, on va le mesurer avec des données, mettons, quelles que soient les données. Peu importe. Et elle dit quoi, en fait, cette carte ? Elle dit qu'en fait, il n'y a pas une seule région du monde où il n'y a pas d'inégalité contre les femmes. C'est fou, quoi. Voilà ce qu'elle dit, cette carte. Il n'existe aucune région du monde dans laquelle les femmes et les hommes sont réellement égaux. Et du coup, au lieu de se gargariser en disant « Mais regardez, en France, nous, on est seulement entre nanana », alors que prenez dans la partie est de l'Indonésie, regardez, c'est pire que partout ailleurs. Ouais, d'accord, mais nous, en France, on est des citoyens, des citoyennes français et françaises. On a un pouvoir d'action, du coup, politique et social dans notre pays. Et ce serait bien qu'en fait, on soit plus à 0,00 jusqu'à 0,09, mais qu'on soit à 0. C'est juste ça, ce qu'on dit. Voilà, j'aimerais leur crier ça sur le plateau. Une différence finalement entre l'Occident, le monde occidental en tout cas, et peut-être ce qu'on pourrait appeler les pays émergents, les pays du Sud. Est-ce que pour vous, Vera Nikolski, c'est une différence qui s'explique uniquement par justement les conditions matérielles, ou est-ce qu'il y a aussi une dimension culturelle qui peut expliquer ça, et justement ce que disait Laetitia, peut-être à un moment une révolution culturelle, une révolution dans le domaine des mentalités, ou est-ce qu'il faut juste l'attribuer au fait qu'effectivement ce sont des pays... C'est quand même incroyable que on présente cette carte, là, vous l'avez sous les yeux, ça paraît incroyable, hein, et qui est la question écrite en bas, le féminisme est-il obsolète ? C'est fou, hein. On vous présente une carte sur laquelle on vous montre très clairement qu'il n'y a pas un seul pays dans le monde dans lequel il existe une égalité entre les femmes et les hommes, et la question en bas, elle est posée, le féminisme est-il obsolète ? C'est fou, hein. Où la technologie, les conditions matérielles pour les femmes se sont développées. Alors, moi, je n'ai pas cherché à nier le rôle des idées dans mon livre, ni le rôle des facteurs culturels, ni des facteurs religieux. Pas du tout. Simplement, il y a déjà beaucoup de gens qui en parlent. C'est-à-dire que les idées, on en parle tous les jours, et notamment s'agissant de cette question des droits des femmes, de l'émancipation des femmes, le discours, il est vraiment saturé par les références aux idées, aux lumières, le progressisme, l'égalité, et ça, qui sont des choses très importantes. Je suis pas sûr, parce que quand on a une vision critique, c'est souvent une vision critique de gauche des Lumières. Très sincèrement, est-ce que les Lumières ont été pro-femmes, quoi ? Est-ce que c'était un mouvement féministe ? Je veux dire, ma question, elle est rhétorique, évidemment. Hein. La preuve en est, si je vous lisais des textes de l'époque de Mary Wollstonecraft et que je ne vous disais pas à quelle époque ça avait été écrit, je pense que vous tomberiez tous et toutes dans le panneau. Vous penseriez que ce sont des textes qui sont des textes modernes. C'est-à-dire qu'il y avait déjà les revendications féministes très fortes à l'époque des Lumières. Mary Wollstonecraft, c'était juste avant la Révolution française, hein, qu'elle a écrit, hein, tous ces textes. D'ailleurs, il faudra que je vous les lise un jour. C'est la mère de Mary Shelley, pour ceux qui l'ignorent, l'autrice de Frankenstein, ou le mythe de Prométhée. Du coup, encore une fois, moi ouais, d'accord, le féminisme, machin, les Lumières qui ont libéré les femmes, bon, je suis vraiment pas sûr de ça. Hein. Qui relève du domaine des idées, mais ce faisant, on oublie un peu le reste, c'est-à-dire les autres facteurs qui entrent en jeu, et celui qui m'intéresse le plus, le facteur matériel qui sous-tend l'existence de ces idées. C'est-à-dire que pour le dire grossièrement, ces idées elles-mêmes n'émergent pas à n'importe quel moment de l'histoire. En plus, à la Zéline, j'ai un texte qui dit, tu vas voir le summum de la cruauté des hommes. Olympe de Gouges veut l'égalité, et elle a l'égalité sur l'échafaud. Tu vois, je veux dire, l'ironie, la violence du propos, quoi. Je sais plus qui avait dit ça. Et ces idées elles-mêmes ont peut-être besoin d'une série de conditions pour exister. Et ensuite, c'est un va-et-vient entre les deux. Ça ne veut pas dire que les idées sont secondes et n'ont plus aucune importance. Elles ont une autonomie ensuite, elles peuvent agir en retour. C'est des boucles de rétroaction sans fin. Et ces idées transforment aussi les conditions matérielles, d'ailleurs, les amplifient, etc. Donc je suis entièrement d'accord avec ça. Mon livre n'est pas du tout un appel à ne plus du tout parler des idées et ne s'intéresser que à des... Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais alors, pour ce qui est des pays des autres parties du monde, c'est une question compliquée. Parce que comment expliquer, par exemple, qu'au Japon ou en Arabie Saoudite, par exemple, qui sont des pays où la technologie, la richesse est là, eh bien, on a des sociétés encore très patriarcales, par exemple. Tout à fait. Je ne comprends pas. Au Japon, c'est très vert.
sur la carte, à moins que je sois incapable de mettre le Japon sur la carte et que je sois en train de me ridiculiser, mais ça a l'air quand même très très vert. Ça n'a pas l'air très patriarcal là, le Japon. Alors, à mon humble avis, c'est une conjonction de plusieurs facteurs. D'une part, il y a le facteur matériel auquel j'ai consacré mon livre, qui me semble primordial au sens où il impulse beaucoup de changements qui ensuite se transforment en idées et en structures. Eh bien, il y a une question de chronologie dans ce facteur, c'est-à-dire où est-ce que les conditions commencent à se transformer au début et où elles arrivent, où cette transformation est plus tardive. Alors, quand on s'intéresse au départ de ces transformations, c'est la période de la révolution industrielle. La révolution industrielle naît en Occident. Elle naît en Angleterre, elle naît en Europe occidentale, elle se diffuse ensuite au monde. Donc nous vivons dans le monde qui est le plus anciennement transformé. Donc les structures et les mentalités se transforment aussi, mais il y a toujours un temps de décalage entre des transformations matérielles et l'influence ou l'effet qu'elles peuvent produire sur le monde. Donc, Bon d'accord, ok. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Prenez la technologie Internet par exemple, qui va à la fois complètement dans son sens et complètement à son encontre. C'est pas le fait que la technologie Internet se soit développée, que aujourd'hui il y ait une attention particulière qui soit mise sur les droits des femmes en Occident. C'est parce que des femmes ont réussi à se servir de cet outil-là pour porter leur voix pour que les hommes soient obligés d'entendre. Parce que les femmes, elles ont toujours parlé. Il n'y a pas eu de libération de la parole à MeToo. Faut arrêter de délire. Les femmes, elles ont toujours dénoncé qu'elles s'étaient violées. Elles ont toujours dénoncé. Donc en fait, ok, les révolutions technologiques, elles peuvent effectivement faire apparaître de nouvelles modes d'expression. De la même façon, j'imagine qu'au XVe siècle ou au XVIe siècle, quand l'imprimerie s'est développée, eh ben, il a pu effectivement y avoir un encouragement à développer des idées et à transformer une société. Aucun problème, je suis assez d'accord avec ça. D'accord, l'évolution technologique, pourquoi pas. Ah tiens, ça marche plus. Alors est-ce que vous m'entendez toujours ? Ah bah oui, j'ai cru que j'avais été coupé pendant un instant. En revanche, du coup, bah, ce sont bien les femmes qui ont amené MeToo, qui ont amené Balance ton porc et qui ont fait qu'aujourd'hui, on est absolument obligé d'écouter les femmes parce que voilà, ça a été une révolution presque culturelle en fait, d'arriver à faire passer le viol comme un fait divers en fait social. Donc moi je veux bien que la technologie effectivement puisse amener à une amélioration de l'égalité, mais ça reste de la révolution profonde des idées, de la révolution profonde sociale. J'ai plein de personnes qui se sont abonnées. Mousse, Facegamer, Michamouille et Dolly Peony. Soyez les bienvenus tous et toutes. Il me semble que d'abord, il faut se demander à quel moment cette prospérité, cette industrialisation, ces conditions technologiques arrivent. Et c'est ça le fond de mon discours. C'est pas l'industrialisation qui a libéré les femmes. De même, c'est pas Internet qui a libéré les femmes. Il faut arrêter. Ce sont les femmes qui libèrent les femmes. D'accord ? L'industrialisation, c'est la même chose. Elle vous dit l'industrialisation, mais enfin, je veux dire, c'est pas parce que le monde s'industrialise que d'un seul coup, les droits des femmes évoluent. Ce qui se passe, c'est que du coup, il y a une tertiarisation du travail, ça on en a déjà beaucoup parlé, même si les femmes ont été beaucoup à l'usine, effectivement. Elles vont finir par se réunir en syndicat parce que d'un seul coup, elles ne sont plus cantonnées à un rôle intérieur. Donc elles se réunissent en syndicat, elles partagent leur expérience en commun, elles organisent des grèves. Il y a énormément de grèves, en particulier au début du siècle, qui ont été organisées par des femmes. Ça a été très documenté par Willy Ronis, par exemple. Et c'est ça qui va provoquer l'émancipation. C'est pas magiquement, il y a une évolution technologique, et du coup, les droits des femmes s'équilibrent. Dans les pays. Ensuite, il y a la question du reste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le matériel, il y a aussi les idées, les religions, les structures familiales, j'en ai parlé au début. Oui. Ok, là je rejoins. Là. Quand vous prenez des pays qui, depuis des millénaires, sont caractérisés par des structures familiales très oppressives pour les femmes, famille souche ou famille communautaire, avec une patrilinéarité stricte. Oui, ce sont des d'Emmanuel Todd. Ce sont des conditions beaucoup moins favorables pour que l'égalité puisse advenir. Quand on prend des pays où la religion est très forte, très vigoureuse, peut-être plus jeune que le christianisme très déclinant qui est celui de l'Occident, oui, bien sûr que c'est des conditions beaucoup moins favorables. Donc l'Occident a été placé, on peut dire, pour l'émancipation des femmes dans des conditions parfaites, où il y a eu à la fois cette industrialisation, ces conditions matérielles, le déclin de la religion qui était lié aussi. Là-dessus, je suis plutôt d'accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je suis plutôt d'accord pour l'instant. Et puis des structures familiales d'emblée. Je pense qu'elle parle de la puissance du christianisme qui est séparée de la majorité des États. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas lui donner tort. Tu prends par exemple la Pologne asiline, qui est un État qui est dominé par l'Église, par l'ultra-droite, même presque l'extrême droite actuellement, ultra-catholique, et les droits des femmes là-bas, c'est catastrophique. Relativement
peu oppressives, relativement est important. Elles étaient inégalitaires, mais elles étaient moins oppressives que certaines autres structures partout. Donc voilà, je pense qu'en appliquant ça à différents pays, c'est pas mal. Enfin, ça explique pas mal les choses. Après, il y a certainement d'autres facteurs encore que je n'ai pas mentionnés. Laetitia, vous pensez qu'il faut donner plus de pouvoir aux idées dans l'émancipation féminine ? Je ne sais pas, mais... Je comprends pas. Vous n'arrêtez pas de dire que le féminisme est un peu obsolète et vous dites qu'il faut donner des idées pour l'émancipation féminine. S'il y a encore besoin d'émancipation féminine, c'est bien que le féminisme n'est absolument pas obsolète. Enfin, la question est soit très mal posée, soit malhonnête. D'abord, je trouve votre projet vraiment salutaire. Enfin, votre livre, quand j'ai vu que vous l'aviez publié, je me suis dit qu'il manquait vraiment... Enfin, bien sûr, Peggy, ça, non, mais c'est pas la même chose, on avait déjà fait une partie, mais c'est un angle un petit peu différent. Et en fait, pour moi, vous faites une analyse marxiste. Mais je le dis pas, c'est pas du tout négatif, c'est descriptif. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, dites-moi si je me trompe, vous regardez d'abord l'infrastructure et vous en concluez une superstructure. Et je trouve ça vraiment... intelligent, et en tout cas c'est une invitation au débat qui est quand même, je trouve, bienvenue, de se demander justement quel est le rôle relatif du matériel et du spirituel. Et donc en fait on va avoir le même débat qu'on aurait en général sur la question des idées versus le matériel. Peut-être que je suis un peu plus idéaliste que vous, au sens, non pas d'idéaliste au sens d'opposé à marxiste, au sens où j'ai quand même l'impression que sans la disposition intellectuelle pour arriver à considérer qu'il y a une égalité, en fait, morale entre les hommes et les femmes, il est peut-être plus difficile ensuite d'utiliser le progrès technique de la même façon. Mais ça aussi, je suis d'accord. Effectivement, s'il n'y a pas une sorte de révolution des idées, d'une révolution collective, sociétale, sur le fait que les femmes et les hommes sont en situation d'égalité, vous aurez beau avoir tous les progrès technologiques que vous voulez, vous n'avancerez pas. Si l'idée n'est pas d'une certaine façon née, n'a pas d'une certaine façon déjà germé, ou en tout cas qu'on n'a pas laissé la possibilité aux femmes de pouvoir l'exposer, parce que c'est surtout ça. Si les hommes ont laissé les femmes pouvoir exposer ces idées-là, oui, le progrès technologique peut être du coup une façon d'asseoir ces idées de façon plus systémique. Là-dessus, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, on le voit, et je pense que vous êtes d'accord, même si on arrive à exporter le progrès technique dans des pays qui sont patriarcaux, il manque le regard qu'on porte sur la condition humaine et qui... Ben ouais, mais du coup, pardon d'être fâché encore par ces propos-là. Le fait de considérer qu'en France, les féministes, elles sont un peu bourgeoises parce qu'elles ont tout et qu'elles se battent plus pour rien, ça veut dire que dans leur logiciel, elles n'ont pas intégré le viol comme un fait systémique. Elles n'ont pas intégré la violence des hommes sur les femmes comme un fait systémique. Et ça prouve bien, finalement, ça prouve quasiment son propos, en fait. Elle est en train de prouver son propre propos, de dire que tant que l'idée n'a pas germé, le progrès n'est pas utile. Parce que là, on voit que l'idée n'a pas germé dans sa tête. Parce que qu'est-ce qu'elle va nous refaire une comparaison encore avec des sociétés plus patriarcales où la religion est plus présente que la nôtre encore? Qu'est-ce qu'elle va nous refaire cette comparaison? On n'a pas assez, déjà en France. On n'a pas assez d'éléments pour dire qu'on a besoin du féminisme, justement, pour progresser vers ça. Qui est quand même assez particulier à l'Occident. Alors c'est difficile de définir l'Occident. Je ne pense pas qu'on arrivera au bout du sujet ce soir. C'est le sujet de notre émission. Mais c'est vrai quand même que l'idée d'égalité morale qui s'est ensuite propagée dans la politique... Mais énigmatique, c'est mon point de vue, que la France est une société très patriarcale. C'est ce que j'ai expliqué effectivement au départ, je suis entièrement d'accord avec toi. Mon point de vue, c'est qu'on est dans une société patriarcale, profondément patriarcale. Et je ne le dis pas simplement parce que je suis militant et que je répète des propos. Je le dis parce que j'étais convaincu par mes lectures en sciences sociales. Et donc voilà, avant d'aller dire oui, mais regardez les ultra-orthodoxes en Israël, regardez les mollahs en Iran, regardez ce que font les catholiques aux États-Unis. D'ailleurs, c'est jamais l'exemple qu'ils donnent, des catholiques aux États-Unis. Et chez nous, on a beaucoup de choses à faire. Qui est devenue l'égalité en droit. En tout cas, en anthropologie et en sociologie, le patriarcat n'est pas remis en question actuellement, d'accord ? Il n'y a pas un colloque de chercheurs actuellement qui se dit en fait, ce concept il est flou ou alors il est mal défini. Quand il est utilisé, il n'est même plus redéfini. Dans les papiers que je lis en sciences sociales, il n'y a même plus besoin des précautions pour dire voilà ce qu'on entend par patriarcat. Il semblerait qu'on soit tous à peu près accordés pour se dire voilà, quand on dit patriarcat, voilà ce qu'on entend. Est central dans... Et protestant, peut-être, oui. Peut-être Motismar. Je connais très très mal les religions majoritaires aux États-Unis. Dans nos sociétés. Donc,
voilà, je pense comme vous qu'il y a une interaction entre les deux. En tout cas, voilà, je suis ravie qu'on puisse discuter de ce sujet. Je voudrais quand même porter la contradiction justement à ce constat effectivement du féminicède, parce que c'est vrai que moi ça m'arrive souvent de parler du féminisme, et à chaque fois que je dis justement qu'on n'est plus en patriarcat, une militante se lève dans la salle et brandit une série de chiffres à l'appui qui vient me prouver qu'effectivement la domination masculine est encore une réalité. Oui, mais Eugénie, on va quand même pas se laisser impressionner par des gens qui ont des sources. Enfin, je veux dire, la conviction est quand même beaucoup plus forte que la source. Vous vous laissez pas impressionner par ça, Eugénie. Continuez à affirmer des trucs. Les gens qui viennent avec des sources, voilà, c'est surfait, quoi. Hein. Je pense par exemple aux chiffres des féminicides ou des viols qui sont aujourd'hui toujours... Voilà, ça, on voit à l'écran les chiffres de Nous Toutes qui sont sur les féminicides. Donc les féminicides, c'est comme ça qu'on appelle les meurtres de femmes désormais. Et on voit d'ailleurs, c'est intéressant que ce chiffre augmente les 3 dernières années, alors même qu'on a mis en place toute une série de mesures. Voilà, n'oublions pas qu'effectivement, avec le confinement en 2021, il y a eu effectivement une augmentation des signalements pour violences conjugales, donc ça peut expliquer en partie. Par contre, le chiffre de 2022, il est inexplicable. Voilà, c'est catastrophique. Hein. Oui, c'est ça, le ressenti, c'est plus basé. Et c'est intéressant que vous en parlez dans votre livre aussi, Vera Nikolsky, ça montre peut-être les limites du volontarisme politique en la matière, c'est-à-dire est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de résidu de violence masculine qu'on n'arrivera jamais à éradiquer dans notre société ? Ou est-ce qu'on n'en fait pas assez, comme le disent les féministes ? Ou est-ce qu'on n'a pas les bonnes solutions ? Qu'est-ce que vous pensez de cette question, notamment des féminicides ? C'est une question pour Peggy, ça. Et après, Peggy va répondre. C'est pas une question pour moi. Mais oui, en effet, oui, bien sûr qu'on peut exhiber beaucoup de chiffres qui vont montrer qu'il y a d'abord de la violence masculine. La violence masculine est en fait. Et il y a d'ailleurs un dossier qui est sorti juste là, hier, je ne sais plus quand, sur la violence masculine. France Inter. Bref, je viens de voir passer ça aujourd'hui sur la violence masculine. Tout à fait, envers les femmes. Énormément entre hommes aussi, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Beaucoup plus, d'ailleurs, entre hommes que... Le continent noir est là, quoi. Non, mais c'est pas ça qu'on compare. On compare pas la violence des hommes sur les femmes à la violence des hommes sur les hommes. On compare la violence des hommes sur les femmes à la violence des femmes sur les hommes. C'est ça qui est comparé. Enfin... Qu'envers les femmes. Les prisons sont peuplées essentiellement d'hommes. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a des tas de... Il y a des inégalités restantes dans le monde économique. Il y a des inégalités restantes dans le partage des tâches domestiques. Tout ça, ce sont des réalités. Je ne cherche pas à le nier. La seule chose que je me borne à souligner, c'est que ça n'a jamais été mieux. C'est tout. Je ne dis pas que c'est totalement parfait. Est-ce qu'on peut réduire ça totalement, enfin, éliminer totalement ? Vous avez toute votre vie, vous avez eu 6 sur 20 en maths, toute votre vie, hein, d'accord ? Et puis vous faites encore des maths, là, vous avez 40 ans, vous en faites encore, là vous avez 11. Vous n'avez jamais fait mieux, hein, donc c'est bon, hein, n'allez pas faire d'efforts. Hein. Oh, quel très mauvais exemple je viens de donner, excusez-moi. J'ai déjà été mieux inspiré. C'est différent, c'est une question... très compliqué, peut-être, je ne sais pas, peut-être presque ontologique ou philosophique, mais en tout cas, le mouvement est clairement positif. Donc les militantes ont raison d'exhiber les chiffres, mais par exemple, pour les violences faites aux femmes, ce sont aussi sur le long terme des chiffres qui sont plutôt en diminution. Oui. C'est vrai que sur le moment, ça varie beaucoup, mais ce sont des chiffres pour les féminicides. Je ne parle pas des violences en général, mais pour les féminicides. Bon, mettons que ce soit vrai. Je ne pense pas que ce soit vrai, hein, qu'il y ait de moins en moins de femmes assassinées depuis les 20 dernières années. Mettons que ce soit vrai. Bah, à votre avis, sur le plateau, pourquoi il y aurait une diminution sur le long terme ? Quel est le groupe actuellement social, politique, qui travaille à ces questions-là pour essayer de trouver des solutions, pour faire en sorte que les commissariats soient mieux formés, que les tribunaux de justice soient mieux formés, et qui aboutirait justement à une diminution sur le long terme ? Bah alors ? C'est les féministes ou pas ? Non, évidemment, c'est pas les féministes. Ce sont les rugbyman de banlieue parisienne. Bref. Ce sont des chiffres tellement réduits, 130, 140 meurtres par an sur la population française. C'est vraiment... La variation est normale. C'est normal que d'une année sur l'autre, ça varie, ça monte, ça descend. Ça ne veut pas forcément dire... Je sais pas, non mais là, moi je sais pas ce que ça veut dire. J'aimerais l'ultra-droite et le Davidou. Mais là, il me faut un statisticien pour savoir si effectivement c'est normal. Moi, pardon, mais 113 à 147, ça me paraît pas une variation normale. Quoi que ce soit. Mais sur le long terme, sur quelques décennies, on voit une diminution de ces chiffres. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement logique avec le mouvement général de diminution des homicides sur le très long terme historique. Quand on regarde depuis 2000 ans, enfin, ou bon, en tout cas depuis... Ouais, mais alors là, ça voudrait dire qu'en fait, statistiquement, les féminicides ne baissent pas tant que ça, quoi.
Parce que si effectivement, je sais pas si c'est vrai, mettons que ce soit vrai, on va lui faire confiance, elle est chercheuse quand même. Mettons que si effectivement il y a de moins en moins de féminicides et que la diminution elle est totalement symétrique au nombre d'homicides qui descendent, bah ça prouve bien qu'on n'a pas vraiment avancé sur la question de la violence masculine. On a avancé sur la question de la violence, éventuellement, peut-être sur la façon dont elle est judiciarisée, je ne sais pas, il faudrait qu'elle nous donne ses hypothèses, mais pas sur la question spécifique de la violence masculine sur les femmes. Ce qui en soi serait pas très surprenant. Le mot féminicide, il n'existe toujours pas. Je crois que juridiquement, les gens ne sont toujours pas reconnus coupables de féminicide. Dites-moi si je me trompe. Ou alors en tout cas, si c'est le cas, c'est très récent. Le Moyen-Âge, là où on dispose quand même de données parcellaires, mais relativement consistantes, dans certaines zones, le travail de Pinker notamment, eh bien on voit que ça ne cesse de descendre d'une façon vraiment très, très, très importante dans le cadre du processus qu'on peut appeler le processus de civilisation de Norbert Elias ou autre, de pacification et de discipline, de pulsions. Oui, oui, exactement, de dressage des populations. Et puis, ça, comment vous réagissez, vous, quand justement quand on exhibe ces chiffres, à la fois des violences, mais aussi du sexisme, parce qu'on a le baromètre du sexisme, par exemple, qui sort chaque année, et qui montre chaque année que la France est davantage sexiste. Qu'est-ce que vous réagissez quand on vous montre tous ces... Voilà. Donc les chiffres dont elle parle sont les chiffres par exemple de la répartition, de l'inégalité de répartition de tâches par exemple, où l'inégalité semble se réduire, mais en réalité ce qui se réduit c'est pas du tout ça, c'est simplement que la majorité des tâches ne demandent pas plus demandent moins de temps qu'avant. Effectivement, aujourd'hui pour préparer à manger, on peut aller acheter un plat tout préparé, c'est vrai. C'est vrai. Effectivement, aujourd'hui, les supermarchés sont moins loin, donc c'est moins long de faire l'aller-retour. Effectivement, on y consacre un petit peu moins de temps. On a un développement de la technologie qui fait que pour faire son linge, quand on a les moyens d'avoir un lave-linge à la maison, ça prend effectivement moins de temps que d'aller à la laverie ou encore avant de devoir descendre en bas du village pour faire ça. Ok, pas de souci. En revanche, ce que disent les chiffres, c'est que les hommes ne font pas une minute de plus de tâches ménagères par rapport à avant. C'est ça ce qu'ils disent. Et encore, en réalité, ils en font moins, parce qu'aujourd'hui, on inclut dans les tâches ménagères aller sortir le chien, faire du bricolage, des choses qui sont considérées, qui pourraient être en tout cas considérées comme du loisir, comme du hobby. Et donc effectivement, il y a pas mal d'associations qui, à chaque fois qu'elles publient de nouveaux chiffres, disent « mais en fait, ça se creuse ». Ça se creuse. Les femmes font peut-être un petit peu moins qu'avant en nombre d'heures, mais les hommes, toujours autant. Ça n'a pas évolué. Donc on a ça, on a les inégalités salariales, on était quand même redescendu à 19% avant le confinement, on est désormais à 24% sur le salaire moyen en France. Sur les inégalités à poste égal, on était redescendu à 3,9%, on est remonté à 4,6%. Donc oui, on a des choses qui montrent malheureusement qu'on n'est pas sur la bonne pente actuellement en France. Et le chiffre des féminicides qui était à 107, je crois, qui est passé à 143 de 2021 à 2022, fait très peur. Tous ces faits qui semblent prouver que la domination masculine existe toujours. Vous avez 4 heures. 5 minutes. Alors, sur les féminicides, moi j'ai une hypothèse qui est vraiment une hypothèse, qui n'est pas prouvée dans un sens, qui n'est pas prouvée dans un sens ou dans l'autre. Merci pour l'abonnement Raïda, sois-le la bienvenue sur la chaîne. Je pense qu'il y a enfin c'est pas je pense. 10 minutes après. On sait qu'il y a à la violence interpersonnelle, il y a une dimension mimétique. Et selon moi, mon hypothèse, c'est que plus on parlera des féminicides, plus en fait on donnera l'idée à des gens de passer à l'acte. On voit ça sur les... Ouais, non, d'accord, ok. Excusez-moi, mais je vais boire en arrêtant la vidéo parce que là, ça m'agace. Les féministes parlent des féminicides, donc il y a plus de féminicides parce qu'il y a du mimétisme. Moi, je pensais, quand elle parlait de mimétisme, là, merci pour l'abonnement, Sil, je crois, j'ai pas mes lunettes, excuse-moi. Je pensais qu'elle allait dire, bon, bah, dans les familles dans lesquelles il y a la violence intrafamiliale, il y a potentiellement une reproduction de la violence. On sait que c'est un facteur de risque. Effectivement, la violence, il y a un facteur de risque, c'est la personne qui a subi de la violence intrafamiliale. Mais dire, c'est parce qu'on parle des féminicides que les gens ont à l'idée qu'ils peuvent tuer leur femme. Attendez, Peggy... Ou alors il faut un peu plus d'arguments, quoi. Fusillades, les psychologues, aux États-Unis, quand il y a des fusillades de masse, la première chose qu'ils disent aux médias, les médias n'entendent pas, parce que les médias adorent titrer sur les... Ok, ça marche. Bien. Permettez-moi de formuler une hypothèse opposée. Une des raisons pour lesquelles elle parle des fusillades, excellent exemple, très bon exemple. Qu'est-ce qui pourrait donner l'idée aux personnes de provoquer une fusillade, en dehors du fait évidemment qu'ils sont probablement déséquilibrés, qu'ils souffrent probablement de pathologies psychiatriques, qu'ils ont mal été soignés, etc., et qu'ils sont dehors alors qu'ils ne devraient pas être dehors, parce qu'on prend mal en charge nos malades psychiatriquement, que ce soit chez nous ou n'importe où ailleurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas un phénomène de romantisation de la violence qu'on pourrait constater dans les films? Est-ce qu'il n'y aurait pas un phénomène de romantisation du viol?
Vous savez que c'est une question rhétorique pour moi. Un phénomène de romantisation de la domination masculine, qui pourrait créer des fantasmes du style « Ah bah moi je rêve qu'un homme, je sais pas, me plaque contre un mur et m'embrasse ». Mais dans ces fantasmes-là, il y a toujours l'idée d'un jeu et d'un consentement. Et les hommes qui, du coup, auraient du mal avec l'empathie pourraient se dire « Ah ouais, mais j'ai déjà entendu dire des femmes dire qu'elles aimeraient qu'on les plaque contre un mur et qu'elles les embrassent. » Mais dans la conception d'un fantasme, le truc n'est pas une violence subie, quoi. Le truc est un truc un peu, je sais pas, idéalisé. Et pourquoi ce serait idéalisé ? Ce serait idéalisé... Alors le BDSM, c'est encore autre chose pour moi, on pourra en reparler après, mais ce serait idéalisé parce que c'est romantisé, parce que la violence masculine, elle est souvent romantisée. Et je prends souvent l'exemple de la différence entre Madame Bovary et le roman de George Sand qui s'appelle, excusez-moi, Pauline, je crois, qui parle quasiment de la même chose, sauf que dans un seul cas, les comportements masculins sont complètement dénoncés par George Sand, et dans l'autre, on s'en amuse un petit peu, parce qu'ils sont un petit peu ridicules, les hommes, et qu'eux aussi, ils ont des sentiments, machin, qui est peut-être une façon dont c'est représenté socialement, dont la violence masculine est représentée. N'en parlez pas, parce qu'ensuite, il va y avoir des ricochets. Et je pense que... Il est possible, en tout cas, que sur les féminicides, ça soit. Il y a une dimension mimétique. On sait qu'il y a une dimension mimétique au suicide aussi. Quand il y a des, c'est l'effet Werther qui est documenté depuis très longtemps. Quand il y a des suicides, il y a. C'est pas Pauline de George Sand, c'est Indiana. Voilà, je viens de le retrouver. C'est Indiana, excusez-moi. Il y a le suicide de Marilyn Monroe. Il y a eu un pic de suicide ensuite. Voilà, la violence. Ok, à vérifier, c'est peut-être vrai, à vérifier. J'avais appris qu'après la publication de Goethe, des souffrances du jeune Werther, on m'avait dit qu'il y avait eu un pic de suicide, il semblerait que ce soit faux, donc bon, à vérifier. Encore une fois, pareil, enfin, je veux dire, là, elle parle d'une grande star qui a été complètement romantisée, etc. Son suicide a été réécrit dans la littérature, dans le cinéma, etc. Ce à quoi il faudrait s'intéresser, c'est est-ce que ça a été glamourisé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si tous les journaux ont titré « Au sommet de sa gloire, elle met fin à ses jours », et ben là, il y a une romantisation du suicide. Parce que le suicide, c'est un drame. C'est un drame, en fait. C'est pas au sommet de sa gloire. C'est Marilyn Monroe a perdu son combat contre la dépression, par exemple. Et éventuellement, si on veut aller réfléchir, c'est se demander quels ont été les éléments dans sa vie qui n'ont fait que l'enfoncer de plus en plus bas. On sait que les relations avec John Fitzgerald Kennedy et Robert Bob Kennedy ont été un facteur d'entrée dans la dépression, etc. Plus tout ce qu'elle a pu vivre dans le milieu du cinéma, j'ai pas trop d'informations par rapport à ça, donc je ne dis rien, mais vous comprenez ce que je vous dis. C'est-à-dire que c'est pas forcément le suicide de Marilyn Monroe qui entraîne une vague de suicide, mais peut-être la façon dont ça a été, je sais pas, romantisé. On sait qu'effectivement il y a des facteurs héréditaires, que le suicide est une problématique multifactorielle extrêmement compliquée à comprendre, à envisager, etc. Interpersonnelle. Je suis d'accord, il n'y a pas de dignité de la presse quand une personne connue se suicide, je suis assez d'accord. Et aussi la violence contre soi, donc le suicide, il y a une dimension, on copie les autres. Donc ça, je pense que il est possible qu'en faisant du féminicide l'indicateur, un fait médiatique en fait, et en plus c'est aussi féminicide. Moi j'ai un gros problème avec le terme. Les femmes ne sont pas tuées parce qu'elles sont des femmes, c'est des conjugicides en fait. Les femmes sont tuées parce que elles ont un rapport conjugal actuel ou ancien avec leur tueur. Mais non, pas du tout. Enfin, je veux dire, les crimes de dépossession, on ne les retrouve pas dans les couples gays et lesbiens, hein, Peggy, hein. Qu'est-ce qu'elle est en train de raconter là ? Bien sûr qu'elles sont assassinées parce qu'elles sont des femmes. Alors, il y a d'autres problématiques hein, dans les couples homosexuels, bien sûr. Il y a d'autres problématiques, des problématiques de violence conjugale également, des problématiques de viol. Mais il n'y a pas de crimes de dépossession, hein. D'accord ? Ils sont dénombrés, les crimes de dépossession. Et ça n'existe pas dans ces couples-là. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de données. Parce que le plus souvent, ça se passe dans des contextes de séparation, de jalousie. Ça aussi, c'est excessif. Non, attention, hein, c'est pas de la jalousie, d'accord ? La violence n'a rien à voir, la possessivité éventuellement, mais même possessivité. Enfin, je veux dire, les personnes possessives, effectivement, sont des personnes avec lesquelles c'est pas forcément facile d'avoir des rapports tous les jours, parce que la possessivité entraîne du coup beaucoup de conséquences entre les deux individus dans leur relation, mais c'est pas non plus un crime, quoi. Enfin, je veux dire, je suis un peu étonné. Je dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, affirmer que les femmes ne sont pas assassinées parce qu'elles sont des femmes me surprend grandement. Après, il y a quand même beaucoup d'associations qui recensent la totalité des violences subies par les personnes trans, les personnes homosexuelles, les personnes lesbiennes, et on ne trouve pas d'articles qui parlent de crimes de dépossession, quoi.
bien documenté. Ce dont je parlais tout à l'heure, le côté la force est valorisée par les femmes et recherchée par les femmes. En fait, c'est un truc à double tranchant. Mais qu'est-ce que ça veut dire la force en fait? Là, j'ai un problème sémantique avec Peggy Sarst. La force est recherchée par les femmes. Qu'est-ce qu'elle entend par là? Je pense pas qu'elle veuille dire la force. Elle veut dire quoi? Les stéréotypes qu'on associe à la force, à savoir le courage, à savoir, je sais pas, la persévérance, ce genre de choses. Parce que dans ce cas-là, c'est du sexisme en fait de considérer que c'est une caractéristique masculine. Mais dire les femmes cherchent de la force. Qu'est-ce qu'elle entend par là? On a l'impression d'entendre les discours masculinistes incel là. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, vous voulez l'alpha, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'effectivement, si dans le package force, on entend dominant, sûr de soi, etc. Ouais, tout ça, c'est probablement des facteurs de risque de violence masculine, probablement. Mais qu'est-ce qui lui permet d'affirmer ça? Les femmes cherchent des hommes qui ont la force. On a plusieurs chercheurs, on Lesquels? baptisé ça, c'est l'effet garde du corps. Un garde du corps, un jour, il va pouvoir vous mettre la mandale dans la gueule, en fait. Si vous choisissez... Non, enfin, Peggy. Enfin... Ou alors, elle me sort une étude montrant que les bodybuilders agressent plus que les hommes soja comme moi. Mais un truc qu'on sait avec les statistiques judiciaires qui nous parviennent, c'est que l'agresseur, il n'a pas de caractéristiques physiques, il n'a pas d'origine sociale, il n'a pas d'origine ethnique, il n'a pas de religion, il n'y a pas de portrait type de l'agresseur, on ne peut pas le dresser. Parce qu'il n'existe pas, parce que la problématique est une problématique d'hommes violents. C'est incroyable d'entendre ça. Ou alors, il faut absolument qu'elle me donne des sources. Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter? La force et la violence, du coup? Un homme, pour sa force, certes, il peut vous protéger, mais ça peut se retourner contre vous. Et ça, ce paradigme je sais pas si c'est pas le paradigme, l'hypothèse du garde du corps, ça a été conceptualisé parce qu'on s'est rendu compte que statistiquement, quand on trouve une femme morte, elle a quasiment 100%, elle a une chance sur deux d'avoir été tuée par un inconnu ou par son conjoint. Ouais. Oui, et ça, voilà, c'est aussi des conséquences. Pour le coup, moi, je remonte un peu plus. Moi, c'est l'infrastructure de l'infrastructure quand je parle de... Non, mais avant de parler de l'infrastructure, j'ai pas compris l'argument. Donc, quand il y a féminicide, c'est une fois sur deux par un inconnu. Alors, je ne connais pas ces statistiques. Hein, figurez-vous que moi, je connais la statistique tout à fait inverse, pour le coup, qui montre qu'au contraire, la majorité des viols sont commis dans le cadre conjugal. J'ai plus les chiffres exactement en tête, excusez-moi, j'ai pas préparé avant. Et que la majorité des féminicides sont dans le cadre conjugal. Maintenant, peut-être qu'elle a d'autres sources à me donner, je serais très curieux de les avoir, mais du coup, quel est l'argument? J'ai pas compris l'argument. Quand je parle de biologie, voilà, la différence fondamentale, c'est ce que je disais tout à l'heure, la différence d'investissement parental, et qui est même, en fait, tout découle de l'anisogamie, la différence des gamètes, le fait que les spermatozoïdes sont mobiles et très, produits en masse. Oui. Alors que l'ovule, c'est une fois par mois, en plus sur une période de temps beaucoup plus réduite. Voilà. Donc en gros, les hommes et les mâles en tout cas, et ça a été encore attesté aussi récemment en 2016, il y a eu une énorme étude qui est sortie dans Science qui montre que voilà cette structure-là fondamentale de la différence des requisites minimales énergétiques entre les gamètes explique les rôles genrés sur tous les mammifères, humains y compris. Mais je comprends pas, il y a des mammifères dont on sait qu'ils s'occupent des petits, par exemple. Certaines espèces de crocodiles, chez certaines espèces de marsupiaux, et pourtant les gamètes mâles sont les gamètes mobiles chez ces individus-là. Après, là je m'aventure peut-être sur un terrain sur lequel je ne devrais pas m'aventurer parce que je suis en train de citer des contre-exemples. Peut-être un contre-exemple n'est jamais à prendre en considération. Donc voilà, peut-être que je suis en train de dire une bêtise. Mais en attendant, encore une fois, là il y a le truc de, comme c'est parce que la gamète, elle est motile, et parce que du coup il en produit en quantité. Pourquoi pas? Une hypothèse, pourquoi pas? C'est peut-être aussi parce que dans le spermatozoïde, il y a le gène SRY chez les êtres humains, quoi, et que le gène SRY va être la cascade de réactions qui vont entraîner les différences morphologiques entre les femmes et les hommes. Pourquoi forcément aller sur le fait que le spermatozoïde il bouge, donc l'homme il serait plus naturel à bouger? Enfin, je comprends pas du tout où elle va. Je comprends rien du tout à son discours. Avec des gens du CNRS. Je dis souvent que c'est un jeune du CNRS, parce que souvent on me dit c'est les Américains, genre que la science, c'est comme le Noël du Tchernobyl, quoi. La science, il y a la science française, la science américaine, c'est pas la même chose. Bref,
Parenthèse fermée, j'essaye en tout cas. Et tout ça pour dire, oui, ce genre de chiffres... Donc voilà, il y a le côté mimétique des violences. Et je pense aussi que c'est pas bon... je sais pas comment formuler ça. On peut quand même pas expliquer les violences masculines à Peggy en disant que c'est la faute des femmes qui devraient pas en parler. Ou qu'elles devraient pas choisir des hommes violents. Il y a un problème là. Que ce soit pas trop fort comme affirmation, mais... on réinstille en tout cas, parce qu'elle n'est pas partie très loin, la peur du loup, la peur des hommes chez les femmes, justement. Et pour moi, c'est mauvais pour leur émancipation. Moi, je suis très... Ah oui, d'accord. Enfin, ce qui est mauvais, c'est la violence des hommes. C'est pas le fait que les féministes en parlent. Oh là 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 là. Bon, dans le document qu'on va faire en live dans pas très longtemps, j'ai retiré les vidéos sur YouTube, elles devaient sortir prochainement, j'aimerais les retravailler, donc on les fera en live. On va lire tout un dossier écrit par Dedans Dehors, donc la revue de l'Observatoire international des prisons, qui a des chiffres extrêmement précis sur les violences conjugales, beaucoup plus précis que ceux que je n'avais jamais lus, et en même temps, c'est leur boulot, quoi. Tout le document, donc il y a 8 articles qu'on décryptera ensemble, probablement dans 8 vidéos, parce que ça va être très long. Toute leur réflexion, c'est de se dire... c'est de se demander en tout cas si la prison est une réponse satisfaisante à la violence masculine, au viol et à la violence conjugale. Et du coup, ils explorent toutes les possibilités, c'est très intéressant. Et ils disent un truc que je n'avais jamais lu. Ils confirment le chiffre de 98 000 plaintes pour agression sexuelle ou viol qui ont été posées en 2021, je crois, celui sur lequel on se base jusque-là, donc 100 000 viols par an. Et eux, ils disent que ça ne représente, d'après eux, que 20% des viols en France. Donc, il y en aurait, d'après l'Observatoire international des prisons, 500 000. Il y aurait eu 500 000 viols en France, d'accord ? Donc, en imaginant, c'est peut-être pas le cas, mais que ça concerne à chaque fois une femme différente, il y a 30 millions de femmes. 30 millions divisé par 500 000, on est sur un rapport de 1,5%, quoi. C'est-à-dire que chaque année, 1,5% des femmes en France subissent un viol. Donc, en fait, où est le problème de rappeler ça ? Et de rappeler qu'en fait, il faut absolument qu'on travaille sur les comportements masculins. Peut-être qu'on travaille différemment d'un point de vue judiciaire, d'un point de vue des prisons. Enfin, en tout cas, qu'on trouve une solution. C'est ça la question ? Ou c'est de dire, ouais, les féministes, du coup, elles sont en train de faire peur aux femmes et ça, c'est pas bon pour leur émancipation ? Proche de, vous le citez dans votre livre, de Camille Paglia, qui dit « Être une femme libre, c'est aussi accepter les mêmes risques que les hommes. » Donc, c'est sortir dans la rue, c'est Virginie Despentes qui dit... un mélange, Valérie Masson-Delmotte, Virginie Despentes, un truc entre les deux. Virginie Despentes qui dit, voilà, j'ai été violée parce que j'ai aussi fait du stop, j'ai aussi accepté de ne pas rester chez moi. Camille Paglia dit ça beaucoup mieux que moi, avec des phrases. Une des raisons pour lesquelles j'aime pas du tout ce qu'écrit Virginie Despentes, c'est qu'il y a des femmes qui ne sortent pas de chez elles, qui font pas de stop et qui subissent des viols conjugaux. Hein. C'est la majorité des viols, les viols conjugaux. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Punaise, c'est compliqué de l'écouter, hein. Despentes, oui, elle est revenue. Je pense que si on faisait relire quiconque théorie, elle se ferait comme celle. Mais ce truc... Je sais pas pourquoi elle dit ça. Les femmes aujourd'hui qui sont justement sorties où les conditions matérielles ont changé et nous ont permis de sortir de ces logiques très archaïques où pour survivre il fallait être protégé par un homme plus fort. Donc aujourd'hui on a la possibilité de se prendre en main. Ça aussi d'ailleurs c'est une parenthèse, la démographie. Je ne sais pas si les pays un constat qui a été beaucoup fait, c'est que un facteur caché de l'émancipation des femmes, c'est la démographie, et plus précisément le sex ratio. Quand il y a plus de femmes que d'hommes, vu qu'il n'y a plus de partis pour profiter du statut, des ressources, etc., en fait, les femmes sont davantage incitées à s'occuper d'elles-mêmes. Et ça, par exemple, il y a justement au Moyen-Âge, ça va vous plaire, à toute époque. Je comprends pas où ça va, je comprends pas. Donc il y a des facteurs sociaux. Là, elle parle d'un facteur démographique, pourquoi pas ? Moi, je suis tout à fait prêt à envisager le fait que si vous mettez un homme au milieu de 100 femmes, effectivement, il y a moins de risques pour qu'il y ait une agression sexuelle, effectivement. Que si vous mettez une pression, que vous mettez un milieu où vous avez 100 hommes et une seule femme, que les comportements masculins les plus machistes, les plus sexistes puissent effectivement s'exprimer. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire du coup ? Je comprends pas. Je comprends pas où ça va, je comprends pas en quoi ça répond à la question, le féminisme est-il obsolète ? Ou le patriarcat est-il mort en Occident ? Et puis surtout, ça dit bien si elle dit il y a des causes démographiques potentiellement à la violence masculine, Peggy, il y a donc des causes sociologiques, sociales. À toute l'époque des Béguines, de Christine de Pisan, et en fait, la démographie... Oh, les Béguines, enfin, attention à pas romantiser les Béguines, hein.
voilà, le sexe ratio, il y avait plus de femmes que d'hommes. Et ça pour aller où, je ne sais pas. Je vais m'arrêter parce que l'on peut plus. On va passer de toute façon au deuxième sujet que je voulais aborder. Très bien, très bien. Premier sujet terminé. Donc sur YouTube, on s'arrêtera là. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que voilà, bref, que vous avez trouvé ça intéressant. Merci encore pour le soutien par rapport à l'assignation de Stéphane Edouard. N'hésitez pas, si vous voulez nous aider, à nous rejoindre sur le Discord et à parler de ce qui se passe aux journalistes, même si le message est quand même bien passé. Et on en reparlera dans pas longtemps. Merci de nous avoir suivis sur YouTube en tout cas. Ah, coucou YouTube, vous dites.